Apprentissage. Oui. Bon, on est en apprentissage constant. Je rencontre des dépanneurs. On se rend compte qu'un chef d'entreprise, c'est chef d'orchestre. Donc on doit connaître toutes les contraintes de tous les instruments pour pouvoir les faire jouer ensemble. Et je crains le moment où j'arrêterai d'apprendre, en fait. Voilà. Mais vous savez qu'on a tous, on ne s'est pas concerté, hein, mais on est tous convaincus que vous ferez autre chose. Il y aura une autre vie qui viendra. Je pense. Je n'ai pas prévu de changer pour l'instant. Non. J'ai encore une mission à accomplir, mais je reste persuadé que je continuerai à entreprendre et à titre perso au sein d'une structure. Hein. Et le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est écoutez, lancez-vous. Il y a toujours une manière de faire petit et de tester son idée et de l'avoir grossi, au final, de l'amener quelque part. Il y a aussi de bonnes âmes en mesure de vous aider aussi. Et il ne faut pas hésiter à s'ouvrir. À demander de l'aide? Oui. Enfin, c'est pas facile, ça, de demander de l'aide. Pour moi, c'était facile. J'ai demandé de l'aide à mes amis qui m'ont donné, donc ils prenaient le temps le week-end pour développer le site internet. Je les ai fait travailler d'autres week-ends pour m'aider à enrichir le contenu, à travailler les idées, où est-ce qu'on va aller chercher des clients, comment, avec quels moyens. Il ne faut pas hésiter à mobiliser son réseau. Voilà. Moi, j'ai su tirer profit de mon réseau et je pense que ça les a aussi enrichis. Et vous, Davina, qu'est-ce que vous pensez qu'on va retenir de votre histoire? C'est que la vie mérite d'être vécue, quoi qu'il arrive, et d'être vécue en joie, une joie profonde. Or, cette joie profonde, à mon sens, elle ne peut se trouver que si on base le sens de sa réussite, c'est-à-dire réussite, c'est pas que matériel du tout, hein, mais si on base cette réussite sur un projet commun, c'est-à-dire si c'est vraiment bon pour les autres et bon pour soi. Donc moi, c'est le contraire de ce que vous venez de dire que je pense. Je pense que à mon sens, ce que je regarde d'abord, c'est est-ce que c'est bon pour les autres? Et après, si c'est bon pour les autres, évidemment que c'est bon pour moi. Vous vous rendez compte? Avoir la chance que l'énergie de la vie puisse donner une compétence à quelqu'un et que cette petite compétence-là concourt à faire plaisir, à donner du bonheur ou à aider de quelque manière que ce soit, mais ça, c'est merveilleusement heureux. Après, mais forcément, je suis heureuse, mais je me pose pas la question d'abord, je vais faire un truc pour que ce soit bon pour moi. Parce que là, ça m'intéresse même pas. Je vais vous dire, c'est pas drôle. Mais d'ailleurs, dans le cas de Hamza, finalement, ça rejoint ce que vous dites, puisqu'au départ, il s'est dit, waouh, on se fait arnaquer, et moi j'ai envie que les gens puissent s'auto. Oui, c'est pour ça, oui. On n'est pas en contradiction. Je disais simplement que je considérais la réussite au départ comme étant uniquement générée par ce que les autres pensent. Et alors que finalement, est-ce que je suis satisfait de moi-même? Ah oui, c'est les deux aspects. Ce plan-là, oui. Je vais vous montrer un reportage dans un instant, mais juste Pascal, qu'est-ce que vous retenez de ces trois parcours? Ce sont trois parcours, comme on disait tout à l'heure, qui ont des points en commun dans le sens où il y avait vraiment quelque chose en latence depuis très longtemps. Ce sont des personnes qui sont déjà habituées, qui portent l'évolution et le changement entre eux. C'est vraiment une façon de fonctionner, mais ce sont des personnes très curieuses aussi et qui sont dans l'échange entre eux-mêmes et le monde, de toute façon. Chacun a sa manière, de façon très, très différente, mais là, ça se rejoint quand même. C'est une logique d'échange entre eux et le monde. Donc, même lorsque on vit dans la logique du monastère, par exemple, c'est pas une autarcie, c'est pas une mise en retrait. En voyant Davina, par exemple, je pense plutôt au mot concentration. Et ça n'est pas du tout détaché du monde. Voilà, c'est intégré dans le monde. Et ils interagissent énormément, en fin de compte, chacun, avec l'environnement, même si c'est de façon différente, ce qui prouve bien qu'ils sont très, très connectés, non seulement à eux-mêmes, mais quand même à l'extérieur, et donc aux exigences de l'extérieur. On va continuer cette conversation dans un instant. Je voudrais vous montrer un reportage qui devrait vous intéresser, puisqu'il s'agit d'un changement de vie. Et là, c'est un couple avec des enfants. C'est pas rien, du coup, quand il y a des enfants? Non, parce que lorsqu'il y a d'autres personnes en jeu, effectivement, ça change la donne par rapport au changement qu'on désire mettre en œuvre. Alors, regardez ce qu'ils ont choisi de faire avec leurs enfants, puisque c'est assez radical. Donc, peut-être qu'on est nombreux à en avoir rêvé, mais on n'est pas nombreux à le faire. Regardez. Raté. Oui, pas raté, là, t'as vu? On va réussir à le renvoyer. Magnifique. Dans notre vie d'avant, on n'était pas heureux. Il y a eu comme un espèce de ras-le-bol de se dire « et si on pouvait faire autrement ?» quoi. Alors du coup, on vit dans un bus, un ancien car scolaire qui date de 1979.
a décidé de changer de vie il y a 5 ans en fait, quasiment maintenant. On avait une maison, 2 enfants, un monospace, voilà, un chien. Enfin, c'était vraiment un peu un archétype de ce que la société nous propose comme modèle. Et là, tu sautes dans les bras de papa et on est bon. Oh, je travaillais dans les énergies renouvelables, c'était important pour moi. J'avais l'impression de changer le monde. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, qu'importe, l'argent servait à faire de l'argent. Et ça aussi, ça a été un manque de sens. Donc on voulait vivre autrement. 3 œufs déjà. Voilà. Ouf, regarde. Une coquille. Ce qui a été important quand on a fait le changement de vie, qu'on a changé de mode de vie, c'était d'oublier complètement comment je vivais dans une maison, mes habitudes, mon mode de vie, quoi, et en créer un nouveau. Il y a eu des moments difficiles, mais ça n'a pas été quelque chose de compliqué. Vas-y. Oui. Oh, regarde, ça se corrompt mon cacao. Tu vois, tout va être mélangé, tout va être la couleur du cacao. Oh là, c'est beaucoup plus facile. Très bien. Avant de vivre en bus, on a vécu 2 ans et demi sur les routes avec une roulotte et des chevaux. C'est une expérience qui nous a changé et qui est peut-être une des plus belles expériences qu'on ait vécues dans notre vie. Mais dans le quotidien, ça n'a pas toujours été des expériences qui étaient drôles et faciles. On est passé au bus parce que la vie en roulotte, c'était aussi énormément de temps pour l'intendance, pour le quotidien, même si on avait plein de liberté. Qu'on avait 3 enfants aussi, dont un bébé qui venait de naître. On est passé de 8 mètres carrés à 25 mètres carrés, ce qui a changé pas mal de trucs pour nous. On avait une douche, une pompe à eau. Et donc notre quotidien, il s'est allégé. On a gagné du temps. Pendant 2 ans, on avait cette forme de liberté incroyable, on pouvait bouger, donc on a roulé. J'ai de la chance. Vivre dans un bus, c'est très bien. Puis on a plus d'espace dans une roulotte. Là, c'est la partie. On est à fond. On a décidé de ne plus voyager quotidiennement comme on faisait parce que les enfants, et surtout Théo, qui est le plus grand, qui est l'aîné, il manifeste vraiment le désir d'avoir des amis, d'avoir un lieu d'où on part et un lieu d'où on revient. Parce que c'était compliqué de jamais avoir ce point de repère-là. Du coup, ça fait à peu près 6 mois qu'on est posé sur le terrain où on est. Bienvenue chez nous. Allez, hop là, on est rentré. Hein, notre quotidien il s'articule bien évidemment autour des enfants. On a décidé de faire une instruction qui se rapproche peut-être de plus en plus d'une forme de unschooling, d'un non-apprentissage formel. Et vous avez vu ? Ça représente les tailles. Ah, c'est le Vous avez vu ? C'est ce qu'ils vont découper. Donc après, ils prennent le grume de bois là-bas, ils le mettent sur la scie mobile ici, Là. et ils sortent après les grosses poutres là-bas, regardez, de l'autre côté. L'enfant s'intéresse à un sujet, et s'il a envie de l'approfondir, on l'aide à trouver les outils, les livres, les documents, ce qu'il faut, où il peut arriver à mieux comprendre ça. Le unschooling, c'est ça, c'est suivre les envies de l'enfant et pas imposer à l'enfant un apprentissage. Et il y a des fois, à 10h30 le soir avant de se coucher, il pose une question, ben, on prend le temps d'y répondre. C'est plus adapté à mes enfants, mais ça ne le serait peut-être pas aux enfants du voisin ou à n'importe qui. C'est juste qu'à eux, en tout cas, ça leur convient. C'est une feuille de bois tellement elle a été découpée fin. Vous avez vu ? Elle s'est enroulée. On va la voir fonctionner là-dessus. Et vous avez vu, regardez, on retrouve les mêmes numéros. Ouais, Sur le côté, ici, là. Ah, c'est impressionnant. Ce qui peut nous sembler satisfaisant pour eux, c'est que globalement, ce sont des enfants qui sont heureux et joyeux. Mais après, c'est compliqué de dire que ce qu'on fait, c'est mieux qu'une autre vie. On tâchera d'aller au bout de ce que l'on fait tant que ça nous rend heureux et joyeux. Top là, mon grand. Alors, vos réactions dans un instant, je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Émilie, Marc et Luc, c'est les camarades. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire de voir voilà, ce couple qui a fait ce choix presque extrême d'être nomade dans ce pays ?
Ouais, moi, je trouve que c'est magnifique de toute façon de réaliser ce qu'on a envie de faire déjà pour commencer. Que ce soit une erreur ou un bon choix, c'est très très juste. Après, je mettrais juste un bémol sur l'histoire de l'argent. L'argent méprisable, l'argent qui empêche d'être heureux, l'argent qui empêche de prendre le temps de faire les choses. Pour moi, l'argent, c'est un grand bénéfice, c'est une énergie. C'est une très belle énergie, mais tout dépend ce que l'on en fait. Et la place qu'on lui donne. Et la place qu'on lui donne, voilà, c'est tout. Mais il y a certainement moyen de conjuguer gagner de l'argent, avoir de l'argent et en même temps avoir une vie heureuse. Tout dépend dans quel état d'esprit on profite de cet argent et comment on le partage. Mais c'est une énergie qu'il faut faire circuler pour qu'elle prenne toute sa valeur, je pense. On peut la gagner, mais du coup, après, il faut la refaire circuler. C'est ça qui est intéressant. Et dans le choix complètement fou, entre guillemets, de devenir nomade, en fait, ils sont juste revenus à ce qu'on était initialement. Oui, on porte en nous L'humain aussi était ce un nomadisme. Bon, même si en ce moment, ils ont des enfants qui grandissent, ils ont envie de se Sédentarise. Marc, lui, a fait pour le coup, va nous parler d'eux, mais a fait lui-même un changement de vie. Il a travaillé dans une multinationale. Il est parti faire le tour du monde en quête de sens. Et donc, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il Donc au départ, c'est vrai que par rapport à l'argent, ce que vous disiez, c'était vraiment de dire l'argent me pousse à faire quelque chose au quotidien dont j'ai pas envie, je vois pas mes enfants, ça n'a pas de sens. Donc c'était d'abord ça. Est-ce qu'on peut se désaliéner de l'argent au moins un moment pour voir comment vivre autrement et surtout reconsidérer nos besoins? Et je pense qu'ils ont vécu avec très peu de choses. C'était à peu près 300 € par mois pour toute la famille, jusqu'à 80 €. Ce qu'ils n'ont pas coupé à un moment, c'était genre le téléphone et l'Internet. Avoir accès à une clé 3G et la nourriture. Et ils ont découvert l'abondance en partant avec la sobriété, en fait. Il y a la sobriété, pour moi, il y a la pauvreté quand elle est subie, qui est difficile, mais quand elle est choisie, ça devient de la sobriété pour moi. Fait. Et c'est cette expérience-là qu'ils essayent de partager, en fait. Alors après, là, c'est vrai que la roulotte, etc., ça nous rapproche d'un rêve très romantique qui, comme tout rêve, est limité dans le temps. Il y a le réveil après, certainement, je crois. Bah non, on va en reparler après, mais justement, moi, c'est pas le rêve, c'est la dimension poétique de cette expérience qui est très importante d'habiter le monde poétique. Moi, je crois que c'est Edgar Morin qui disait ça. Aujourd'hui, il y a besoin d'un autre imaginaire et montrer qu'on peut vivre autrement, c'est déjà un acte révolutionnaire. Oui, tout à fait. Mais à partir de ça, ce qu'il faut quand même considérer, c'est que quand on part de là où on est, on part à l'autre bout du monde, ou on part sur les routes, ou on part. C'est pas vraiment un changement. Ça peut pas être un vrai changement. C'est un changement de décor, mais c'est pas un changement. Le changement, c'est on part avec soi. On est toujours soi-même. C'est vrai. On a toujours la même relation avec soi, avec l'argent, avec ceci, avec ça. Alors, bien sûr, ça change. Le paysage change, mais tôt ou tard, on sera ramené au même paysage, confronté à la même histoire. Parce que régler la question, c'est-à-dire se libérer, que ce soit de l'argent, de n'importe quelle autre contrainte, se libérer ne passe pas par un changement de décor extérieur. Eh ben, ça, c'est intéressant parce que justement, le but de leur voyage, c'était pas justement de faire un voyage où on va collectionner les paysages, mais de faire un voyage intérieur. C'était le but, en fait. Et par contre, moi, je pense que quand on voyage, on casse le référentiel, en fait. On est obligé de sortir un peu de sa zone de confort. Donc, on est moins dans le mental, on est plus dans l'intuitif, on est plus vers les autres et en rencontrant l'autre, on se rencontre. Oui, ça, c'est sûr. Leur démarche, de toute façon, prouve ce besoin d'être plus vrai et d'accomplir quelque chose plus authentique. Et avant de savoir ce qu'ils font aujourd'hui, justement, quelles ont été les réactions autour d'eux quand ils ont fait ça? Au départ, c'est toujours la peur de la famille. Je pense que les proches, ils partagent d'abord leur peur, en fait. Plutôt que de dire c'est super, bravo, il y a un truc, moi j'ai remarqué ça aussi quand j'avais changé de travail, c'est on partage d'abord la peur. Ça, d'être capable déjà de s'affranchir du regard des autres, c'est déjà une forme de liberté. Ils font déjà un pas vers la liberté. Après, je pense que c'est pour les enfants, ils avaient peur eux-mêmes, en fait. Et c'est le regard des autres sur les enfants. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les enfants, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de parents épanouis et présents. Et ils leur offraient ça, en fait. Et ils ont été capables, d'ailleurs, maintenant, ils ont fait la roulotte, ensuite ils ont fait le bus, parce qu'ils voulaient un peu changer, et maintenant ils ont décidé de se sédentariser parce que les enfants avaient plus ce besoin d'être sédentaires. Donc c'est aussi être à l'écoute des enfants, et ils ont d'ailleurs aussi compris que on peut apprendre, on n'apprend pas uniquement qu'à l'école en fait. Le fait d'être en lien avec des gens différents tout le temps, des paysages différents, d'être présent pour eux, ça fait qu'on va au rythme de l'enfant, et l'enfant en fait il se développe aussi comme ça. Et donc précisément, ils ont finalement choisi de se sédentariser, ils vont avoir un vrai métier? Eh ben justement, ils n'ont pas un vrai métier dans le sens, c'est pas une case que Pôle emploi a définie, mais justement le fait de
tout quitter, le fait de prendre le temps de se rencontrer et de rencontrer les autres, en fait, ils se sont rendus compte que ce qui était le plus important, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai apporté au monde. Et en fait, ça, du coup, il a décidé de mettre cette expérience à profit. Et du coup, son métier, c'est apprendre aux gens à rêver, à vivre leurs rêves. Donc, c'est aussi un super métier, en fait. Et du coup, il va faire du coaching, de la formation, il fait des conférences. Et son amie, et du coup, elle fait de l'illustration, s'occupe des enfants. Et l'idée, voilà, c'est photos et illustrations. Pour les enfants, en fait. Donc leur message, c'est n'ayons pas peur. Il est important aujourd'hui de prendre le temps, peu importe la forme, de se rencontrer, de se connaître, créer ces espaces d'inspiration, parce que sinon on est tellement happé par la vie qu'on n'a pas le temps de se rencontrer. Et ça, pour moi, c'est un crime contre l'humanité, de pousser les gens à faire, à jamais être dans l'être, et de prendre cet espace pour se connaître, et après trouver sa voie. Et du coup, on est bon dans ce qu'on fait, et là, l'argent peut revenir, parce qu'en fait, ça part de la bonne posture. Et c'est une démonstration qu'eux, ils ont fait, maintenant, en se sédentarisant. Et donc, le voyage n'est pas une fuite, mais juste une parenthèse pour se connaître, se rencontrer. Et alors, je me retourne vers vous, Pascal, parce qu'effectivement, on a la sensation que c'est un fantasme romantique, ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si tout le monde est capable de ça. Là, on a vu qu'il y avait 3 personnes qui avaient changé de vie, mais vous disiez, finalement, ce sont des gens qui étaient habitués au changement depuis toujours, qui avaient une ouverture d'esprit depuis toujours. D'ailleurs, ce qu'ils ont appelé un changement, c'était déjà en eux, pour chacun d'entre eux. Donc, comment ça marche pour le reste? Tout le monde a quelque chose en soi qui est plus ou moins en attente, et le tout est de savoir si ça correspond à un vrai désir, c'est-à-dire si on a envie d'en faire quelque chose. Alors après, la question qui se pose forcément, c'est oui, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que je dois surmonter des peurs, des craintes? Est-ce que je suis capable, etc. La solution, c'est connais-toi toi-même, hein. Comme disait Socrate, c'est pas une mauvaise idée. Connais-toi toi-même, c'est utile. Pourquoi? Parce que ça permet de connaître ses limites et ses capacités, c'est-à-dire d'avoir une vision à peu près lucide de soi-même, donc ni se surestimer, ni se sous-évaluer, mais savoir ce dont on est capable et viser un petit peu plus haut quand même, parce que un petit peu plus ou un peu plus haut, et donc de pouvoir être dans la création de sa propre vie. C'est possible pour tout le monde, mais ça part de la connaissance de soi, c'est très très important. Et parmi les peurs, il y a la peur de l'échec, et donc on peut dire que l'échec aussi, c'est la preuve qu'on a essayé. Oui, enfin après, c'est avec de bons échecs qu'on fait de belles réussites. Donc, qui n'a jamais échoué a des difficultés à réussir. Ça, c'est certain. Existe d'ailleurs, quelqu'un qui n'a jamais échoué sur Terre? Non, je crois pas. Hein. C'est rare, mais... Moi, j'aimerais bien qu'il se présente. Si on sait tirer parti de ses propres échecs, c'est-à-dire apprendre des échecs, on peut après construire des très belles réussites avec ça. Ouais, et puis j'ai vu Émilie qui dodelinait de la tête. Oui, non, parce que là où je rejoins Pascal, moi j'étudie en ce moment un concept qui s'appelle le social calling, c'est-à-dire c'est un déclic que l'on a un jour dans sa vie, un déclic pour agir et pour aider les gens à rendre le monde meilleur ou à améliorer la vie des gens. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'une femme qui a eu ce déclic à 45 ans. C'était en 2009. Elle s'appelle Anne-Sophie de Boulois. Elle avait un très très grand poste au top de sa carrière, très grand poste dans une maison d'édition. Elle manageait beaucoup de gens. Et à 45 ans, elle s'est dit... comment redonner du sens à ma vie, comment redonner du sens au travail, comment recréer de l'humain dans le monde du travail. Et elle était taraudée par toutes ces questions. Et elle s'est dit, il faut que je change de vie. Et elle était au volant de sa voiture sur l'autoroute. Et elle s'est dit... mais en France, on a un pays incroyable qui est extrêmement touristique. Peut-être que si je me lançais dans l'hôtellerie et que je créais une autre forme de tourisme plus solidaire et plus dans l'insertion, eh bien, ça serait la solution. Et donc, elle a tout plaqué pour fonder cet hôtel. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet hôtel? Eh bien, c'est le premier hôtel en France avec une vocation d'insertion. Donc, ça veut dire qu'elle aide les gens qui ont du mal qui ont du mal à trouver un emploi, à se réinsérer dans le monde du travail. Et elle le fait de manière extrêmement intelligente, puisque elle-même, elle a eu ce décrochage à 45 ans où elle s'est dit, mais comment est-ce que je donne du sens à ma vie? Comment est-ce que je me réhumanise? Comment est-ce que je crée du lien? Et donc, grâce à cet hôtel... À Paris, ça se passe à Paris? À Paris, ouais. À côté de la gare de Lyon. Elle aide donc, elle remet un pied à l'étrier finalement à des gens qui sont déconnectés d'un monde du travail souvent aride et souvent pénible. Un exemple de personnes qui étaient réinsérées? Alors, il y a une quinzaine de personnes déjà qui ont été réinsérées, puisque l'hôtel a été ouvert en 2012, donc le concept est déjà éprouvé, hein, ça veut dire que ça marche. Sur la quinzaine de personnes qui sont passées par cet hôtel, un quart
ont retrouvé un CDI. Et parmi eux, donc je suis allée interroger une personne dans cet hôtel, mais je ne peux pas révéler son nom parce qu'elle souhaite rester anonyme. Cette personne, en fait, ça faisait des années qu'elle galérait. Et là, elle a été embauchée par Anne-Sophie en contrat d'insertion sur 24 mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas une fonction particulière, elle teste plein de métiers. Donc parfois, elle est à la réception, parfois elle entretient les chambres, parfois elle est à la blanchisserie, parfois elle sert les petits déjeuners, donc elle est dans le service. Et grâce en fait à toutes ces compétences, elle a une capacité ensuite à se réinsérer sur le marché du travail qui est démultipliée puisque elle a développé des compétences, elle a gagné en confiance et surtout elle a de nouveau de l'espoir, de l'espérance parce qu'elle est dans un environnement qui est bienveillant. Donc un hôtel solidaire, c'est des collaborateurs qui sont en réinsertion, et puis il y a une éthique particulière ? Alors, là où j'ai été quand même assez épatée par cette initiative, c'est que cet hôtel, eh bien, c'est un hôtel qui est éco-responsable. Donc tous les meubles ont été chinés, les appareils électroniques sont des appareils de seconde main, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça insère, ça met une petite graine dans l'esprit des touristes qui se disent « Tiens, je vais aller dans cet hôtel ». Dans cet hôtel qui finalement pratique une autre forme de tourisme. Donc en allant dans cet hôtel finalement, eh bien, je participe à cet effort collectif qui nous permet de réinsérer des gens et de leur donner de l'emploi et de leur redonner de la confiance. Donc les clients envoient des messages en disant c'est super, j'adore cette initiative. Je partage vos valeurs. Voilà, donc exactement. C'est un acte politique en fait. Quelque part. C'est presque un acte politique. Donc en allant dormir à l'hôtel, on change le monde. J'ai envie de dire oui. Ça dépend avec qui. Nous n'irons pas ensemble. Est-ce que précisément, elle a eu des difficultés ou est-ce que c'était un long fleuve tranquille ? Alors évidemment, changer de vie à 45 ans, quand on a des enfants, quand on est habitué, comme vous le disiez, à un certain confort, évidemment, c'est jamais facile. C'est surtout l'entrepreneuriat en France. Déjà, elle avait plusieurs contraintes. Ses enfants ados habitaient à Paris, donc il fallait qu'elle trouve un hôtel qui soit dans Paris. Ensuite, évidemment, pour le financement, c'est hyper compliqué parce que, surtout sur des projets solidaires, les banques fonds ne croient pas en la d'investissement, solidarité ? les fonds d'investissement, les banques ne croient pas généralement ce type de projets qui sont ultra novateurs. Donc, elle a quand même été financée par un fonds à impact social, qui sont donc des financements qui sont dédiés à ce type de projet, mais qui sont encore trop rares en France, malheureusement. Et puis, elle a dû abaisser légèrement son niveau de vie, mais elle a trouvé une harmonie et un sens qui compense largement. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, Davina. Je trouve ça fabuleux. Alors c'est ça, j'allais vous demander votre réaction, donc c'est celle-là votre réaction. Ah oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Simplement parce que ça, c'est vraiment être d'un service incroyable pour tous les gens. Et rester dans le monde, donc. Les gens en difficulté, là, ça, c'est extraordinaire. En fait, c'est l'aide au plus juste. C'est-à-dire, c'est pas je t'aide, je te donne ce dont tu as besoin immédiatement. C'est je te donne le moyen de t'en sortir. C'est ça l'aide véritable. C'est de donner aux autres le moyen de pouvoir s'aider eux-mêmes. C'est ce qu'elle fait. Ça me fait penser à un proverbe qui dit ne lui donne pas à manger s'il a faim, apprends-lui à pêcher. Bah oui. Et C'est pas elle est là-dedans. Apprends-lui à... Eh ben c'est ça en fait, le social calling, c'est vraiment ce déclic qui fait qu'à un instant, vous vous dites, eh bien, j'ai envie d'agir et j'ai envie d'agir pour améliorer la vie des gens. Oui. Voilà, moi je l'ai conceptualisé comme ça, donc on a tous en nous, comme vous le disiez Pascal, une petite graine de social calling qui est prêt à éclore et à pousser. Juste une toute petite chose peut-être à souligner, qui n'a pas été dite, c'est que dans ces processus de changement, il y a un questionnement énorme vis-à-vis du futur, vis-à-vis de ce dans quoi on s'engage. Mais il y a aussi le renoncement. Il y a un problème avec une question, en tout cas, avec le renoncement. Ce qu'on laisse derrière soi, est-ce qu'on a vraiment envie d'y renoncer ? Parce que ça favorisait la réussite du projet. C'est vrai. Bon, Luc n'a pas renoncé à sa mèche de cheveux, tu la gardes pour l'instant. Mais tu vas nous demander ce que tu peux dire après ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et tu vas nous parler de quelqu'un qui a aussi changé sa vie. Oui, parce que chaque semaine, on vous présente une initiative portée par une candidate au prix Solidarité, version féminin européen, version féminine, le partenaire de Mille et une vies. Et cette semaine, je vais vous parler d'une femme formidable, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Catherine Marquet, elle a 64 ans. Et elle a toujours voué sa vie à aider les autres, à aider, et plus précisément, à aider les plus démunis. Alors l'histoire de Catherine Marquet commence en Inde. Elle a la chance de vivre en Inde, puisque ses parents vivent là-bas. Et son papa travaille aux Nations Unies.
et par le fait qu'il travaille aux Nations Unies, eh bien un jour, il lui permet de rencontrer ce personnage extraordinaire qui est Mère Teresa. Déjà, à l'âge de 9 ans, elle rencontre Mère Teresa, et là, c'est le coup de foudre. Elle est vraiment passionnée par l'action qu'a cette femme auprès des plus pauvres, notamment en Inde. Et je te coupe parce que effectivement, vous racontiez que vous avez rencontré le Dalai Lama et que du coup, moi, je n'ai rencontré ni l'un ni l'autre. Hein, mais ces êtres si particuliers, qu'est-ce qui... Parce que vous avez rencontré des millions d'êtres humains. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier qui va provoquer... Ils portent en eux le message qu'ils diffusent. Ils le portent vraiment, ils l'incarnent. C'est une force considérable. Oui. Et donc elle rencontre à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans. Et toute son enfance, elle va la passer, dès qu'elle a un moment de libre, avec Mère Teresa, dans des actions au quotidien auprès des plus démunis en Inde. Tu m'étonnes qu'elle va changer de vie. Oui. Tu m'étonnes qu'elle va aider les autres. Elle a été inspirée, on peut dire. Elle a eu un sacré modèle, on va dire. Et... devenue jeune adulte, elle retourne à Nice, parce qu'elle vivait là-bas, à la base. Et à Nice, elle devient psychothérapeute. Voilà, comme vous. Et là, elle a un cabinet. Bon, elle aide les gens à sa façon. Hein. Et environ à la cinquantaine, au début des années 2000, eh bien, elle décide carrément de changer de vie, de monter une association qui s'appelle Notre-Dame de la Paix. Et là, elle se dit, les mots, c'est bien pour aider les gens, mais elle était en manque d'action. Et donc, là, première action, elle se rend compte en tout cas que dans sa ville, il n'y a pas, au début des années 2000, d'infrastructures pour pouvoir aider les familles dans le besoin. Et donc, elle se débrouille pour avoir un local auprès de la mairie où il y a une cuisine. Elle fait le tour des banques alimentaires, des commerçants du coin. Et tous les jours, elle donne 300 repas aux plus démunis. Voilà, parce qu'ils ont faim et qu'il n'y avait rien à l'époque. Il y a des obstacles ? Alors, il y a des obstacles. Les obstacles, elle les rencontrera plus tard parce qu'en 2011, on lui retire son local, on lui retire les subventions qu'elle avait. C'est des changements de politique. Alors que c'est toujours nécessaire. La croissance, mais elle ne se décourage pas. Et les repas, avec ses bénévoles et avec des religieux avec qui elle travaille, elle les fait depuis chez elle. Et elle ne se décourage pas. Elle continue à leur donner à manger. Elle organise des collectes. Sa maman est vietnamienne, donc elle a une sensibilité avec ce pays. Donc elle collecte des fonds, elle envoie des fonds pour des associations au Vietnam pour aider les enfants pauvres à pouvoir poursuivre leurs études. Voilà. Et elle est toujours dans l'action, quoi. Toujours dans l'action. Hyper active, elle se décourage pas. Alors aujourd'hui, elle a 64 ans, elle dit qu'elle est un peu fatiguée. Elle aimerait bien que quelqu'un la relaye auprès de l'association, mais maintenant, elle a un nouveau projet, c'est d'aider les personnes âgées seules, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules. L'appel est lancé. Et l'appel est lancé. Donc si quelqu'un a envie d'aider Catherine et d'aider l'association Notre-Dame de la Paix à Nice, on peut y aller. Je m'entends d'aller plus dynamique, mais il n'habite pas Nice encore. Donc votre réaction, vous n'avez pas croisé Mère Teresa à l'âge de 9 ans, mais comment vous expliquez que dans votre cas par exemple, parce qu'en fait ça démarre au départ hyper séclé, et puis là les serruriers lui demandent presque 1 000 €. Donc vous dites, waouh, je veux faire la même prestation pour que les gens puissent y avoir accès. Ça vient d'où ça ? Je pense qu'il y a une partie d'éducation qui est... Alors, je ne vais pas dire que ça vient de mes origines, parce qu'on peut avoir plein d'origines différentes et être dans le partage, mais j'ai passé mes vacances en Algérie, je passais mes étés là-bas, et on n'avait pas grand-chose, en fait. Je m'amusais avec des cailloux, j'allais pêcher, j'avais un bout de ligne, et ça m'amusait. Donc finalement, la réussite matérielle, elle m'intéresse pas tant que ça, et je sais que j'ai passé les meilleurs étés en essayant de pêcher des poissons avec une casquette. Et finalement, j'ai réussi, mais... Vous avez inventé une nouvelle méthode de pêche. La pêche à la casquette. C'est coup de chapeau. En Amérique, il paraît que ça fait un triomphe. On verra si j'ai lancé la mode, mais... Fishing. Je pense que si je prends un client 1 000 €, au final, je m'aide pas tant que ça, parce que finalement, il reparlera pas de moi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais pas faire un petit cours du marché du dépannage, mais... Aussi, ok. On est pour. Alors, le marché Est-ce qu'on peut nous amener le grand tableau blanc ? En 30 secondes 30 secondes, aujourd'hui, quand vous cherchez donc un professionnel